Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Oui, allô Adrien? Allô Roxane, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, très bien. J'avais hâte à cet épisode-là pour la suite, finalement, de l'épisode sur l'Antiquité. Là, on va vraiment parler du Moyen Âge. C'est quoi les récits, les contes finalement ou les écrits qui nous restent par rapport à tout ce qui est réalité queer. Je sais pas si tu veux vraiment une phrase, deux phrases, peut-être rappeler tes pronoms, un peu ta recherche et dans quoi tu étudies, mais de manière très... Donc, c'est ça, moi je m'appelle Adrien, j'utilise le pronom il, les accords masculins. J'ai fait une maîtrise en littérature médiévale à l'Université de Montréal. Puis là, je suis à la maîtrise en sciences des bibliothèques aussi à l'Université de Montréal. Dans ma vie professionnelle, je travaille dans le milieu de la revue scientifique. Puis, j'étudie surtout, moi, je me concentre sur les représentations des personnages de la diversité sexuelle et de genre dans l'époque prémoderne. Donc, dans le Moyen Âge, dans l'Antiquité, c'est ça, dans des vieilles affaires. Là. Ça date pas d'hier, tout ça. Mettons. Puis, dans le fond, juste pour nous situer, la période du Moyen Âge, ça s'étend, si on peut y aller en termes d'années, ça fait combien de temps, de quelle période? On se situe aussi par rapport à Jésus-Christ, comme dans l'épisode. Ouais, le Moyen-Âge, ça commence à partir de la fin de l'Antiquité, donc la chute de l'Empire romain, mais le Moyen-Âge, tu sais, il y a des gens qui, dépendant de l'historien ou l'historienne à qui tu demandes, les dates de début et de fin sont jamais les mêmes, mais on peut généralement s'entendre sur la chute de l'Empire romain en 476 jusqu'à l'invention de l'imprimerie, mettons, en 1440 autour d'eux. Puis, je disais que dans l'épisode d'avant, que l'Antiquité, c'était vraiment une période, mais aussi un lieu. La même chose est vraie pour le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on parle de 1000 ans, genre de l'an 400 jusqu'à l'an 1400, et vraiment en Europe. Donc, un petit peu le nord de l'Afrique aussi, mais quand on dit Moyen-Âge, on parle vraiment de l'Europe. OK. Puis, à la lumière, là, finalement, des informations que tu possèdes un peu sur les écrits du Moyen-Âge et tout ça, est-ce que tu serais en mesure de me parler peut-être du contexte social de l'époque par rapport aux réalités queer? Le contexte social au Moyen-Âge, c'est une très grande période sur 1000 ans qu'on divise généralement en trois périodes un petit peu plus courtes. Donc, il y a le Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, c'est des années 400 jusqu'à à peu près aux années 900. Là, c'est quand on a les premiers grands réseaux de commerce. L'Empire romain vient de s'effondrer. Il y a des tribus barbares un peu partout en Europe. C'est quand même assez chaotique. Puis, à ce moment-là, ce qui est important pour les réalités queer, c'est que l'Europe n'est pas encore complètement chrétienne. Donc, le Moyen-Âge, ça va vraiment être la période de la religion catholique. Mais dans les années, mettons 400 à 900, il y a une genre d'évangélisation en Europe. Donc, on voit certaines pratiques un peu non conformes, non hétéros, qui viennent des religions païennes, donc des religions non monothéistes qu'il y avait en Europe avant, puis qui tranquillement sont un petit peu recadrées ou réprimées par la diffusion de la religion catholique jusqu'aux années 900 à peu près. Ensuite, après cette première période-là qu'on va appeler le Haut Moyen-Âge, il y a le Moyen-Âge central. Donc le Moyen-Âge central, on parle à peu près des années 900
mettons, aux années 1100, 1200. Puis ça va vraiment être une période d'effervescence culturelle. Il va y avoir beaucoup de littérature qui va s'écrire. On va avoir les premières universités à cette période-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la renaissance du Moyen Âge. Puis, à ce moment-là, il va y avoir comme une espèce de mouvement un petit peu plus d'acceptation envers les personnes puis les réalités queer. Ça va passer un peu mieux dans cette période-là, donc de 900 à peu près 1200. Je vais avoir l'occasion d'en parler plus tard. Puis ensuite, il y a le bas Moyen-Âge. Donc le bas Moyen-Âge, ça c'est de l'année des années à peu près 1200 jusqu'à 1400, 1500. Puis là, ça c'est le Moyen-Âge qu'on voit dans les productions culturelles. C'est là, il y a la peste, il y a les guerres, c'est vraiment ça va pas bien en Europe, il y a des famines, et à ce moment-là, la religion va prendre une très très grande place dans la vie des gens, parce que dans une époque de chaos, on a besoin d'une structure très très forte. Donc là, la religion va prendre cette structure-là, puis il va avoir encore une espèce de répression ou une moins grande tolérance par rapport aux personnes de la diversité. OK. Fait qu'il y a quand même des différences marquées entre les trois catégories, finalement. Je ne sais pas si je peux dire catégories, mais il y a quand même... Oui, bien sûr. Les réalités queer varient en fonction des années dans l'époque du Moyen Âge. Tu dirais que c'est parmi ces trois catégories-là, laquelle qui est la plus inclusive, finalement, par rapport aux réalités queer? Je pense que ce serait, d'après ce qu'on a comme texte, d'après les récits qu'on conserve, au Moyen Âge central, il y a eu vraiment comme une période où est-ce que les gens se posaient des questions là-dessus, les gens exploraient ces réalités-là à travers la littérature. On se demandait, qu'est-ce qui fait que un homme est un homme et qu'une femme est une femme? Comment est-ce que les rôles de genre sont définis? Donc, il y avait quand même une curiosité face à ça. Il y avait des gens qui avaient des débats là-dessus dans les universités. Donc, peut-être pas une période d'acceptation totale. Là, si je veux pas présenter le Moyen Âge comme une espèce de paradis queer, parce que c'était vraiment pas ça. Okay. Mais il y avait là, à ce moment-là au Moyen Âge central comme une certaine disons une ouverture à ces questions-là. OK. Puis, est-ce que, là, tu m'as parlé, en tout cas, des rôles qui étaient requestionnés par rapport à qu'est-ce qui fait qu'on est un homme, qu'est-ce qui fait qu'on est une femme ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait des particularités par rapport aux rôles? Comment étaient vus les rôles féminins, les rôles masculins? Pour bien répondre à cette question-là, faudrait que je remonte à des notions de la médecine médiévale. Donc, comment les médiévaux voyaient la conception humaine, comment ils voyaient le fœtus et tout ça. Puis il y avait beaucoup de réflexions là-dessus, entre autres par des médecins, par des philosophes, des moines aussi qui écrivaient des traités qui disaient quand une femme tombe enceinte, ça se passe comme ça. Et on va voir que c'est vraiment pas ça du tout, mais les médiévaux pensaient que la conception se passait, pour qu'il y ait conception, il fallait que à la fois l'homme et la femme aient un orgasme pendant la relation sexuelle. OK. Puis que quand la femme avait un orgasme, ça libérait la matière qui allait servir à créer l'enfant. Puis que, l'orgasme masculin, là, le sperme, c'était comme le chef d'orchestre de tout ça. OK. Puis les médiévaux voyaient aussi comme la femme comme un genre d'incubateur. Puis c'est dans l'utérus que ça se décidait, le sexe d'un enfant. OK. Puis pour ça, les médiévaux avaient pas aucune idée du tableau périodique, des éléments, tout ça. Pour eux, il y avait 4 éléments, donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Puis il y avait la matière pouvait être chaude ou froide, ou sèche ou humide. Okay. Donc, pour eux, toutes les choses, la matière qu'il y avait dans le monde tombait quelque part sur cette grille-là. Donc, eau, feu, terre, air, puis chaud, froid, sec, humide. Donc, pour eux, les hommes étaient faits de matière chaude et sec. OK.
puis les femmes étaient faites de matière froide et humide. Ah, j'ai déjà entendu ça, me semble, à quelque part. C'est pas Ouais, la première mais- fois que j'entends ça. OK. Mais c'est vraiment comme c'est quand même c'est drôle aujourd'hui, on regarde ça comme c'est une compréhension assez erronée, assez Oui. rudimentaire au regard de ce qu'on sait aujourd'hui. OK. Puis il pensait que dans l'utérus, la femme était divisée en deux parties. À gauche, il y avait une partie de l'utérus qui était irriguée par du sang qui passait dans les reins. Puis ça voulait dire que le sang était impur. OK. Il avait compris qu'il se passait quelque chose avec les reins puis le sang, mais il comprenait pas trop quoi. OK. Puis il y avait le côté droit de l'utérus qui lui recevait du sang qui venait du cœur. OK. Ça voulait dire que le sang était pur. OK. Donc, dépendant de si la matière qui était libérée dans la relation sexuelle arrivait du côté gauche avec le sang impur ou du côté droit avec le sang pur, ça allait faire un gars du côté droit ou une fille du côté gauche. OK. Le côté gauche étant, attends, là, étant le pur ou le impur. Non, l'impur. OK. Fait qu'une femme, c'est impur et un homme, c'est pur. Ouais. Ah, OK. Exact. Ça fait du ouais, sens. c'est ça. OK. C'est pas mal ça l'idée. OK. Donc là, dans les rôles de genre, on part de là. OK. On part de cette idée-là que les femmes en tant que telles, dans la conception médiévale, on en a besoin. Il y a eu Ève dans le jardin d'Éden et tout. C'est très important d'avoir des femmes. Mais au fond, une femme, au moment de sa conception, c'est comme un homme raté. Oh. Pour les médiévaux, on aurait voulu avoir un garçon, mais malheureusement, c'est arrivé du mauvais côté, puis ça a fait une femme. OK. Donc, il y a quand même une dimension hiérarchique entre les sexes dans la pensée des médecins puis des philosophes du Moyen Âge. Puis là, je dis médecins vraiment parce que c'était surtout des hommes. Donc, les relations entre les sexes étaient beaucoup fondées là-dessus, sur le fait que les femmes étaient inférieures à cause de leur création, parce qu'elles étaient froides et humides, et que les hommes étaient supérieurs parce qu'ils étaient chauds et secs. Puis, à partir de là, il y avait donc une certaine transgression qui était possible. On pouvait comprendre que les femmes veuillent devenir des hommes. Ah, ouais. OK. Fait que aujourd'hui, si on mettait ça dans le langage actuel, ça voudrait dire que les hommes trans, ce serait OK, mais de devenir un homme qui veut devenir une femme trans, ce serait pas correct à l'époque. Exact. OK. À l'époque, ouais, c'est ça. Donc, de vouloir à posséder ou d'avoir le côté très masculin, c'était valorisé même. Ouais, c'est ça. C'était quand même comme les gens en général, même si, ben, tu sais, valoriser, il faut quand même Accepter. pas trop. Tolérer. Ouais, OK. ouais, tolérer, mettons. OK, C'était. tolérer. Ouais, on comprenait pourquoi, mettons. OK, je comprends. On comprenait pourquoi une femme voudrait devenir un homme, mais en même temps, dans la Bible, il y a vraiment des textes très clairs qui disent les femmes ne doivent pas s'habiller en homme, les hommes ne doivent pas s'habiller en femme. Donc, il y avait cette tension-là entre le fait que d'être un homme dans la pensée médiévale, c'était tellement mieux qu'on puisse comprendre que les femmes veuillent s'habiller en homme ou devenir des hommes, mais en même temps, de vouloir déranger l'ordre naturel, ça, c'était très mal vu. OK. OK. Ben c'est choquant et vraiment intéressant. Donc, dans le fond, les notions qu'on pouvait avoir qui étaient liées à la transidentité ou ce qu'on peut peut-être comparer, ou en tout cas par rapport à aujourd'hui versus au Moyen Âge, c'est vraiment homme trans, c'était ce dont on parlait un peu plus. Exact, oui. Puis c'est ce qui était justement quand je parle de la remise en question des rôles de genre, c'était vraiment de ce côté-là que ça se passait, du côté des hommes trans. En fait, c'est drôle parce que les témoignages qu'on a d'hommes trans dans la littérature médiévale, c'est justement dans la littérature. C'est dans les romans, c'est dans les récits, dans la fiction, tout ça. Puis les témoignages qu'on a de femmes trans, c'est des témoignages plus historiques, c'est des procès en cours. OK. Donc, des hommes qui s'habillent en femmes,
qui ensuite sont jugés par la loi, qui disent ben non, t'as pas le droit de faire ça, ça n'a pas d'allure. Puis c'est là les premiers témoignages de femmes trans qu'on a. Entre autres, on a un procès duquel on a beaucoup de témoignages qui datent des années 1400 à peu près, où est-ce qu'il y avait une femme trans qui disait moi je m'appelle Éléonore. Moi, c'est ça mon nom. J'aimerais ça qu'on me reconnaisse par ce nom-là. J'aimerais ça qu'on reconnaisse que je suis une femme. Puis ça, c'est vraiment du côté des textes de loi, alors que les hommes trans, on se permettait d'écrire des romans puis de les représenter de manière un petit peu plus positive. Je sais pas si je peux donner comme des exemples oui, ça serait intéressant. De textes où est-ce qu'on en voit, mais moi, en fait, dans les hagiographies, c'est, je vais revenir un peu en arrière peut-être. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de communautés de saints, de personnes qui dédiaient leur vie à la religion, des moines et des moniales. Des moniales, c'est le féminin des moines. Puis, ces gens-là, ils voulaient ensuite être canonisés. Ils voulaient devenir des saints. Puis, pour être canonisés, il faut respecter une liste très spécifique de critères. Entre autres, il faut mourir d'une certaine façon. Il faut avoir fait 2 miracles pendant sa vie. Ce genre de choses-là. Donc, chaque fois qu'un moine ou une moniale mourait dans un couvent, les frères et les sœurs autour s'empressaient d'écrire le récit de sa vie pour dire à quel point ça avait été une personne extraordinaire, à quel point elle avait fait des miracles. Puis, on retrouve dans ces récits-là, qui sont des textes religieux qui racontent la vie de personnes pieuses, qui sont vraiment à mi-chemin entre l'histoire et la fiction. On retrouve un certain nombre d'hommes trans. Donc, de personnes qui sont nées femmes, qui, pour se rapprocher de Dieu, sont devenus des hommes. OK. Donc, là, il y avait une représentation assez positive là-dedans. Puis, dans la fiction, il y a, par exemple, le roman de silence. Le roman de silence, c'est un texte qui date à peu près 1170. Donc, on est au 12e siècle, 1170, 1180 à peu près. Puis, c'est un couple qui a une fille. Mais dans ce royaume-là, les filles peuvent pas avoir d'héritage. Donc, le couple décide d'élever leur enfant comme un garçon. OK. Puis là, ce garçon-là, il va s'appeler Silence pour pouvoir garder le secret de son sexe. Puis il va être meilleur que tous les autres garçons. OK. Il va devenir un excellent musicien, un excellent chevalier, puis il va vraiment être représenté de manière très, très positive. Puis ce roman-là développe une réflexion qui est quand même très, très avancée sur qu'est-ce qui est naturel, puis qu'est-ce qui est culturel dans les rôles de genre. Donc, le roman se pose la question, OK, ce jeune garçon-là trans va être meilleur que tous les autres garçons qui sont, on dirait aujourd'hui, 6. Est-ce que ça vient de son sexe féminin? Est-ce que les femmes font de meilleurs hommes? Ou est-ce que ça vient de son éducation? Donc, est-ce que n'importe qui peut devenir un homme s'il reçoit la bonne éducation? Donc, il y avait vraiment cette question comme philosophique-là qui se pose. Puis, dans le roman de silence, on voit aussi, moi, le premier exemple que j'ai trouvé de dysphorie, en fait, de genre. Okay. Le personnage de Silence va dire clairement à plusieurs moments de l'histoire non, moi je veux pas être une femme, ça m'intéresse pas, je suis pas bon là-dedans. Puis même clairement comme par rapport à la sexualité, de dire moi quand je vais être au lit, quand je vais aller au lit avec quelqu'un, je veux pas que ce soit en tant que femme, je veux que ce soit en tant qu'homme. Okay. Donc, il y a cette dimension-là du personnage qui dit je suis un homme, je ne suis pas une femme, qui s'affirme vraiment avec une identité de genre qui est différente de son sexe. Puis, c'est le roman où est-ce que tous les personnages du livre vont reconnaître cette identité-là. Le narrateur en parle au masculin, les autres personnages en parlent au masculin. Puis, vraiment, là, même les parents de Silence, qui savent pertinemment que c'est une fille à la naissance, utilisent le masculin. Oh, ouais. Okay, avec le personnage. Fait que c'était validé, c'était assimilé, finalement, pour tous les personnages impliqués, ce qui est vraiment intéressant, pertinent. Non? C'est comme si c'était validé, tu sais.
acquis. Ouais, c'est ça. Puis c'est une représentation très positive, mais l'affaire avec le roman de Silence, c'est que on est au 12e siècle, puis les mentalités sont encore pas tout à fait aussi ouvertes qu'elles vont l'être plus tard, parce que à la fin du texte, la fin du roman, c'est que le sexe de Silence est découvert. Donc, le chevalier est déshabillé devant la cour du roi. Oh, okay. Les gens vont se rendre compte que y a un sexe féminin, puis il va être obligé de marier le roi. Oh. Puis ça, c'est une fin hétéronormative, mais c'est pas une fin positive. Puis même dans le texte, c'est pas écrit comme ça. L'auteur essaye vraiment de rétablir la normativité, mais ça marche pas. De ce qu'on sait du personnage, il peut pas être heureux là-dedans. Okay. Puis on va voir à peu près 100 ans plus tard une autre histoire qui s'appelle Ide et Olive. Ide et Olive, qui sont le nom de deux personnages, où est-ce que là, le personnage de Ide, c'est une fille, elle naît fille, elle grandit, puis là, son père, qui est un roi, devient un peu fou, puis tombe amoureux d'elle, puis il veut l'épouser. Donc, elle, pour s'enfuir, s'habille en garçon. À partir de ce moment-là, le narrateur va utiliser des pronoms masculins pour Ide. Puis là, Ide va devenir un chevalier, vivre des aventures, va arriver à la cour d'un roi dans un pays voisin et la fille du roi, Olive, va tomber en amour avec lui. OK. Puis là, le roi va dire « Ah, parfait, Ide, tu vas marier ma fille. Fait que là, Ide capote un peu et genre « Merde, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? » Donc, les deux sont obligés, la nuit de noces et tout, de coucher ensemble. Puis là, Ide repousse la nuit de noces encore et encore, puis dit « Non, je sais pas, tu sais, je suis pas à l'aise, etc. » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse plus repousser, puis il avoue son secret à Olive. Puis là, on voit vraiment le changement des mentalités parce que Olive va dire « Ah, c'est correct, ça me dérange pas. Je t'aime quand même. » OK. Fait que là, il y a quelque chose quand même de la normativité qui on voit plus d'ouverture. Puis à ce moment-là, au moment où est-ce que Ide dévoile son secret à Olive, il y avait un méchant, un ennemi qui écoutait à la porte, puis qui s'en va raconter ça au roi, qui dit « Ah, dans le fond, ton beau-fils, c'est une fille. » Le roi est fâché, ce qui dit « Ah, ben là, Ide, toi puis moi, on va aller prendre un bain ensemble. T'sais, on va faire c'est comme une excuse pour le voir tout nu. On va prendre un bain ensemble, un moment de convivialité, beau-père, beau-fils. Puis là, Ide encore est comme « Merde, qu'est-ce qu'on fait? » Puis un ange descend du ciel, puis le transforme en homme. Oh, ouais. OK. Ça fait que là, l'hétéronormativité est aussi ramenée, mais dans l'autre sens. Puis ce qui est intéressant, c'est que aussi, après ça, Ide et Olive, à la fin de l'histoire, ont un fils. Donc, Ide réussit à procréer, vraiment, à faire un acte qui l'intègre comme un homme, comme un père dans la société. Puis ce fils-là, après ça, va vivre d'autres aventures incroyables. Mais on voit quand même qu'entre le 12e siècle, au roman de Silence, donc entre les années 1170, puis entre Ide et Olive, qui est écrit à peu près aux années 1200, 1280, il y a vraiment une différence, une ouverture qui a changé. Juste dans la manière que c'est présenté, dans la manière d'aborder le sujet, je pense qu'il y a quand même effectivement des nuances importantes, là. Exact. Puis après ça, plus tard, à la fin du Moyen-Âge, tout le monde a entendu parler de Jeanne d'Arc, qui, encore une fois, était née femme, prenait des habits de garçon. Puis, là, je parlais plutôt du bas Moyen-Âge, où il y a la peste, il y a des guerres, il y a des répressions, l'Église est vraiment plus forte. Puis, Jeanne d'Arc, finalement, va être brûlée pour avoir porté des habits de garçon. Donc, après avoir eu cette ouverture-là, il y a comme vraiment une période de répression, puis où est-ce que c'est moins accepté, ça c'est un autre 100 ans plus tard. Fait qu'on voit quand même dans les trois périodes des différences importantes, puis comme une genre d'ouverture au milieu, puis on revient à quelque chose de beaucoup plus fermé par rapport à ça, là. Fait que... Ouais, exact. Hey, c'est fou à quel point... il y a des choses qui évoluent, mais il y a quand même des choses qui restent pareilles, tu sais, dans tout ça. Là, dans les écrits que tu m'as partagés, on a parlé quand même
d'identité de genre. Puis, il y avait quand même une notion d'orientation sexuelle, mais en même temps, les personnages ne savaient pas que l'autre personne était de même sexe, finalement. Comment les écrits nous rapportent, par exemple, toute la question de l'orientation sexuelle. Parce que je me rappelle que dans l'Antiquité, on a parlé beaucoup d'hommes qui avaient des relations avec d'autres hommes, puis que ça pouvait être à la limite accepté dans certains contextes. Est-ce que les relations femmes-femmes, par exemple, on a des écrits là-dessus? Mais ça, c'est vraiment une excellente question parce que dans les textes que je t'ai présentés, c'est quand même flou à savoir si c'est des relations homme-femme ou femme-femme. Okay. Par exemple, dans le roman de Silence, le personnage de Silence va être présenté tellement positivement, puis toutes les femmes vont tomber en amour avec lui. Okay. Mais là, l'affaire au Moyen Âge, c'est que tout ce qui est pas une relation hétérosexuelle dans le cadre du mariage avec le but de la procréation, ça tombe sous la catégorie de la sodomie. OK. Fait que la sodomie n'a pas le même sens à l'époque qu'aujourd'hui, là. Pas du tout. Non. Puis c'est quelque chose vraiment dont on peut pas parler. Puis vu qu'on peut pas en parler, il y a quand même tout un côté de l'imagination qui rentre. On veut pas en parler parce que c'est tellement grave. Oh mon Dieu, si on veut pas en parler, c'est parce que c'est vraiment très grave. Quand on dit pas quelque chose, des fois on s'imagine le pire. C'est que je pense qu'il y avait ce côté-là de la chose qui était rattachée autour de la sodomie. C'est que la sodomie, ça voulait dire à la fois des relations entre hommes, des relations entre femmes, des fois même l'adultère. OK. Qui était rentré là-dedans. C'est que tout ça, des relations adultères puis des relations homosexuelles, c'était un peu sur le même niveau de gravité du point de vue de l'Église ou du point de vue des autorités judiciaires. Donc, souvent, l'espèce de truc que les auteurs médiévaux utilisent pour ne pas parler d'homosexualité, c'est que à la place, ils parlent d'adultère. Par exemple, les femmes qui tombent en amour avec Silence, avec le personnage de Silence, sont des femmes mariées. Puis là, le narrateur va dire « Ah, mais elles sont tellement pas correctes de tromper leur mari, puis ça n'a pas d'allure », sans parler du fait que ce sont des femmes qui tombent en amour avec quelqu'un dont le sexe est féminin. OK. C'est toujours de leur faute. C'est toujours la faute des femmes qui trompent leur mari. Ah, OK. Fait que le fait de culpabiliser les personnes qui tombent en amour, puis de les rendre un peu plus... comment je dirais, méchants ou méchantes, là, tu sais, de les invalider, ça rendait le tout plus facile à passer socialement dans ces écrits-là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là. Okay. Oui, de diaboliser un peu les personnes, là. Oui, exact. Puis là, ça faisait que t'avais pas besoin de parler du versant homosexuel parce que c'est grave parce que c'est de l'adultère. Puis dans Idéolive, là, c'est une femme qui... tombe en amour avec un homme trans, puis là, c'est présenté positivement. OK. Là, il y a quand même comme vraiment une ouverture de dire « Ah, c'est correct, moi, ça me dérange pas, je t'aime comme t'es. » Puis là, donc ça, c'était quand même assez bien vu. J'aurais peut-être une question pour toi, Adrien, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je me demande, qu'est-ce qu'on peut apprendre du Moyen Âge pour éclairer notre compréhension des questions queer aujourd'hui? Ben, pour moi, quelque chose qui est très, très intéressant puis qui est très important pour moi dans l'étude, surtout du Moyen Âge, parce que c'est une période où est-ce qu'on voit à la fois une ouverture puis une répression, c'est de se souvenir que les acquis qu'on a du point de vue de la justice sociale, puis des progrès des communautés LGBT, c'est pas autant des acquis qu'on pense. Puis ça, c'est important pour moi de toujours rester vigilant
par rapport à ce qui se passe, puis de garder une ouverture, de pas penser que les luttes qu'on a gagnées, on les a acquises pour toujours, parce qu'on voit cette espèce de progression-là, surtout sur une histoire de 1000 ans là, au Moyen-Âge, que au début, bon, d'habitude, c'est de plus en plus accepté, ensuite il y a une petite répression, ensuite on commence à s'ouvrir, à se poser des questions, puis ensuite, il y a une régression là, des droits? Ouais, exact. Des crises dans la société, dans le monde qui font que ça passe moins bien. Puis moi, mon souhait, c'est qu'on puisse apprendre de ce qui est arrivé pour ne pas le reproduire, puis pour vraiment développer une solidarité dans les communautés queer puis les gens de la diversité. Là. J'adore ça. Puis en même temps, en ce moment, au niveau de la communauté LGBT, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est vécue par rapport à la perte de droits, par rapport à la montée de la haine, tout ça. Fait que ce que tu viens nous dire là, par rapport à ce qu'on a déjà vu au Moyen-Âge, une genre de « Ah, ça va bien, ça va, on est sur une voie qui est un peu plus inclusive. » Puis là, par après, on revient avec quelque chose qui régresse. Ben, je pense que c'est bien de prévoir des coups d'avance puis de se dire faut pas prendre nos droits pour acquis puis faire attention à ça. Fait que je pense qu'on peut faire un beau parallèle là, qui est vraiment pertinent. Est-ce que tu dirais que notre époque d'aujourd'hui est plus ouverte par rapport à la communauté LGBT qu'à l'époque du Moyen-Âge, par exemple? Ça c'est certain. Puis, tu sais, l'espoir pour moi réside là-dedans aussi. Là. C'est le fait qu'on voit qu'il y a eu ces répressions-là, mais aujourd'hui, comme on est tellement plus ouvert, on est tellement plus acceptant puis acceptant de ces réalités-là parce qu'elles sont plus représentées aussi. Comme on les voit plus, on les connaît plus, puis je pense que c'est difficile de c'est facile d'avoir de la haine pour quelqu'un qu'on connaît pas ou pour quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on comprend pas. Puis pour moi, je pense que l'ouverture par rapport à la communauté LGBT, ça se fait aussi beaucoup par le partage, puis par justement là, les représentations positives de personnages de la diversité et de personnes de la diversité. Donc pour moi, je pense que notre époque est beaucoup plus ouverte, puis ça me semble que c'est à cause de ça. Là. C'est que on fait bien ça, puis il faut continuer. Ben, tu me rassures. C'est bon de savoir qu'on est quand même... Il y a quand même une progression à travers le temps. Puis, on a encore du travail à faire, on a encore du chemin à faire, mais on est quand même sur la bonne voie. Exact. Ben, en tout cas, Adrien, c'était vraiment très intéressant et pertinent. Je pense que ça nous a vraiment amené de l'information qu'on connaissait pas, ou c'est très niché comme information. Mais ça a vraiment sa place là, dans notre podcast. Fait que je te remercie vraiment d'avoir participé pour des épisodes avec nous. Mais c'est moi qui te remercie. Au plaisir. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.